Ma mère, qui est pas du tout réseaux sociaux, me disait: «Mais c'est pas un métier, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu peux gagner ta vie avec ça?» Et même encore aujourd'hui, elle a des a priori, elle a des doutes et c'est normal parce que c'est Ok. pas des secteurs conventionnels pour eux. Bienvenue sur Aura, je suis convaincu que chacun a une histoire à raconter, une expérience à partager ou une leçon à transmettre. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui osent, qui tombent et se relèvent et qui, à leur manière, marquent les esprits. Mon but, c'est que ces récits te motivent, te questionnent ou t'apportent ce petit élan pour créer ta propre histoire. Alors, installe-toi confortablement et surtout, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Moi, c'est Yann Dos Santos et encore une fois, bienvenue sur Aura et bonne écoute. Alors bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui dans Aura, on accueille Charlotte Bélanger. Charlotte qui est fondatrice de l'agence Osmose. Alors bonjour Charlotte, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Charlotte. J'ai grandi à Montpellier, j'ai fait mes études dans la communication et du coup, j'ai commencé à être freelance en fait en tant qu'agent en parallèle de mes études. J'ai eu une première opportunité pendant que j'étais en stage et du coup, au final, ça fait 5 ans et demi aujourd'hui que je fais ça et 1 an et demi que l'agence existe. Donc, j'ai créé l'agence Osmose en juin 2023. Et du coup, on a parlé déjà de l'agence Osmose, mais qu'est-ce que c'est en fait l'agence Osmose? Qu'est-ce que Du tu coup, fais toi déjà? exactement. Du coup, nous, on représente et on manage des créatrices de contenu, principalement sur le domaine du lifestyle. Donc, on va vraiment les accompagner de A à Z dans tout le processus des collaborations, la gestion avec les relations avec les marques, le traitement des mails. On les accompagne vraiment en 360 dans tous leurs projets et dans toutes leurs collaborations. C'est clairement un nouveau métier qui n'existait pas à l'époque. Tu avais choisi de te lancer en freelance assez tôt. Pourquoi tu as fait ce choix? Moi, c'était pas forcément dans mes projets. J'étais partie pour être responsable communication, plutôt dans la mode côté marque. Ok. Et au final, cette opportunité s'est présentée à moi. Et effectivement, quand j'ai commencé à regarder le métier d'agent, à me renseigner dessus, ça m'a bien plu. Moi, je suis des créatrices de contenu. Alors, à l'époque, c'était YouTube. Ouais. Et après, ça s'est démocratisé avec Instagram, etc. Mais depuis très longtemps. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment du potentiel et c'est comme ça que je me suis lancée. Il y en a une première qui m'a fait confiance et après, ça c'est... Ça te faisait pas peur au début de te lancer dans ce métier, comme dit, qui était inconnu de la plupart des personnes? Si, complètement. Déjà parce que je me sentais pas forcément légitime de commencer Ouais. dans un nouveau métier où on n'y connaissait rien finalement. On n'avait pas forcément de formation. Effectivement, à l'école de communication, on abordait le sujet de l'influence, mais c'était pas du tout une grosse thématique. Et donc, ça m'a fait peur et j'ai appris sur le terrain. Au final, il y a eu pas mal d'erreurs, mais il y a eu aussi beaucoup de réussites. Tu as beaucoup de courage. Est-ce que tu peux dire pour nos auditeurs à quel âge tu t'es décidé de te lancer en tant qu'indépendante? Du coup, c'était en parallèle de la fin de ma 3e année d'école. Ok. Donc, je devais avoir 21 ans, tout juste. Waouh. Et tu arrivais à manager justement ces deux activités, c'est-à-dire l'école, l'entrepreneuriat, ta vie aussi à côté, parce que quand t'as la vingtaine, tu as forcément plein de choses Ouais, à bien faire sûr. aussi. Comment tu as géré un petit peu tout ça? Je pense que de nature, j'ai toujours été hyper bosseuse. J'ai eu mon BAFA, j'ai fait de l'hôtessariat. En fait, j'ai toujours bossé à côté. Du coup, d'avoir un travail à côté de l'école, c'était pas une contrainte pour moi. Vu que j'étais épanouie dans l'école, dans ce que je faisais, dans ce que j'apprenais, en fait, c'était juste la complémentarité au final de ce que j'apprenais. Donc, c'était génial de pouvoir mettre en application tout ce que je voyais en cours. Où je bossais beaucoup, effectivement, surtout au début quand t'as l'école, quand t'as des devoirs à rendre, quand t'as tout ça. Mais c'était hyper enrichissant et puis mine de rien d'avoir cette expérience en plus. Je sais que ça m'a beaucoup aidé quand je cherchais des stages, des alternances. Donc voilà, non, je pense que effectivement, je bossais le week-end. Enfin, j'avais un rythme un petit peu décalé par Mhm. rapport à certains étudiants, mais moi j'ai toujours aimé ça, donc c'était pas un souci. Est-ce que le regard des autres, que ce soit tes parents, ta famille, tes amis, tes autres camarades, est-ce que ça t'a dérangé? Est-ce que ça t'a boosté? Est-ce que tu peux peut-être donner des conseils pour les personnes qui ont envie de se lancer et qui aujourd'hui ont un petit peu peur de ce regard et qui n'osent pas, tout simplement? Ouais, bien sûr. Au départ, moi, c'est vrai que j'osais pas du tout en parler. Ouais. Je faisais ça un petit peu dans ma bulle et même le fait de dire que qu'on est une fille, qu'on aime la mode et tout, c'est souvent très cliché, Mhm. qu'on souhaite évoluer dans ce secteur-là.
Donc c'est vrai que j'en parlais pas beaucoup. À l'époque, j'avais un petit blog sur lequel j'aimais bien raconter mes journées et tout. Je me souviens, à l'époque, il y avait une marque qui m'avait contactée pour participer à un événement. Ok. Du coup, je me sentais pas du tout légitime et j'étais en mode ok, mais enfin pourquoi moi au final? Et ouais, non, j'osais pas en parler. Je faisais tout dans mon coin et puis même aux yeux de mes parents, alors ils m'ont toujours soutenue, mais ma mère, qui est pas du tout réseaux sociaux et qui n'a d'ailleurs aucun réseau, me disait mais c'est pas un métier, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu peux gagner ta vie avec ça, et même encore aujourd'hui, elle a des a priori, elle a des doutes et c'est normal parce que c'est Ok. pas des secteurs conventionnels pour eux. Et mes parents, ils sont au ministère de la Justice, ils ont toujours eu un cadre, ils ont suivi tout ça, donc forcément, bah c'est tout nouveau pour eux mais aujourd'hui, enfin, ils me soutiennent à 100% dans ce que je fais. Donc, tu étais un petit peu tu cachais ton activité à l'époque. Bah, Ouais. moi, quand j'avais commencé aussi sur mon activité ou même sur les réseaux ou les choses comme ça, pareil, t'as un petit peu, enfin, comme toi, moi, j'avais un petit peu honte de parler de tout ça. Bah, Tu dis, ah, tant que ça, entre guillemets, ça paye pas ou que ça ne rapporte rien, bah, tu te sens un petit peu nul à faire tout ça. Mais on sait tous qu'au début, il n'y aura pas de résultat. Il faut continuer à charbonner petit à petit et après, ben, derrière, ben, comme toi aujourd'hui, je pense que tu es fier, enfin, tes parents sont fiers de ce que tu es devenu, tes bien amis ils se sûr. disent, OK, ben, tout ce qu'elle a travaillé derrière, ben, ça a payé. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce témoignage. Donc là, tu as maintenant créé ton agence. Est-ce C'est que ça. tu peux nous parler un petit peu justement bah, de tes premières clientes, de comment tu as créé l'agence, est-ce que c'était compliqué? Un petit peu que tu nous racontes cette histoire du moment où tu passes de entrepreneur indépendante à l'agence Osmose. Bah, en fait, il se trouve que j'avais de plus en plus de demandes, que moi, toute seule, bah, effectivement, je peux pas avoir non plus une quinzaine de talents en gestion, c'est pas possible. Donc, et puis, le côté, bah, de dire Charlotte Agent, ça parle pas forcément, Mhm, tu vois, c'est pas une entité aux yeux des mhm. autres marques et des agences. Donc du coup, j'avais besoin de créer une entité, même si j'aime pas le terme d'agence, parce que les créateurs peuvent vite se sentir perdus, tu sais, comme un numéro ou qu'il y aura pas de l'accompagnement qu'ils souhaitent. Carrément. Donc, mais bon, il fallait effectivement que tout le monde puisse avoir une référence. Donc, j'ai créé l'agence parce que j'avais de plus en plus de demandes et parce que bah il fallait évoluer. Il fallait aussi que je puisse être entourée d'un cabinet d'avocats, d'un cabinet comptable, être conseillé de la bonne manière. Donc, quand j'ai créé l'agence, bah, effectivement, toutes ces parties-là sont intervenues aussi pour m'accompagner et pour m'aider. J'ai rien fait toute seule parce que je trouve que chacun a son domaine de compétences. Autant l'auto-entreprise, je gérais tout moi et c'était pas toujours facile. Autant là, j'avais besoin que d'être entourée. En fait, on a eu de plus en plus de demandes de créatrices de contenu. Donc aujourd'hui, on est 3 agents au sein de l'agence. Et là, je recrute une stagiaire qui va venir s'occuper des réseaux sociaux dès le mois de février. Ok, Normalement, tout va bien. Et j'ai une ou deux autres agents qui arrivent aussi dans les prochains mois trop cool. au sein de l'agence. Ouais, Ouais. ça se développe bien. Quand tu nous parlais avant de ta première, on va dire, créatrice qui t'a fait confiance, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une amie, une connaissance? T'as envoyé un message? Comment t'as réussi à avoir cette première cliente? Alors, bah, du coup, pour t'expliquer, moi, j'étais en stage au sein d'une marque de chaussures. Donc, Ok, je gérais les réseaux sociaux principalement et l'influence pour cette marque de chaussures, donc à Paris. Et j'ai lancé l'idée de créer une collection capsule avec des influenceuses, ok. avec la marque de chaussures. Et effectivement, ça a beaucoup plu aux équipes. Donc, ils m'ont missionné de A à Z de suivre le projet. Donc, j'ai commencé à contacter des premières créatrices de contenu en faisant ça. Au final, il y en a une avec qui on a créé une capsule chaussure, avec qui ça s'est super bien passé, on s'est très bien entendu. Et du coup, bah, au final, ça s'est fait naturellement. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Elle m'a Mhm. proposé. Moi, le métier d'agent, bah, je venais de le découvrir parce que en échangeant avec des influenceuses, certaines avaient des agents. Et au final, je me suis dit, bah, ça me plairait de faire ça en parallèle de mes études. Et puis, ça a commencé comme ça. Elle avait besoin de quelqu'un et moi, je cherchais aussi. Donc, ça s'est fait naturellement. Les clientes d'après, c'était du bouche à oreille essentiellement? Ouais, que du bouche à oreille. Ok, J'ai pas été moi démarchée. C'est ça ok. qui me surprenait le plus d'ailleurs. Ouais. Et puis aujourd'hui maintenant, je vais un peu plus démarcher, mais au début c'était vraiment que du bouche à oreille. Est-ce que
comme dit, dès le début, on va dire que tout roulait à 100%. Est-ce que tu arrivais à sortir une rémunération? Je sais pas. Est-ce que tu as réussi, on va dire, à avoir la vie d'entrepreneur dont tu rêvais? Non, du tout, parce que, alors, moi, j'avais la chance de faire ça en parallèle de mes études, donc j'avais un Mhm. salaire, entre guillemets, en tant que stagiaire et en tant qu'alternante, donc c'était au final que du plus à côté, Ok. même si j'avais toujours un logement à payer et tout. Mais au final, vu que c'était de l'argent en plus, j'en faisais un petit peu tout et n'importe quoi. J'ai été rattrapée par l'URSSAF aussi parce que bah, je me disais je peux dépenser l'argent et au final, au bout de 3 mois, je me disais ah bah non, il y a l'URSSAF qui va taper et bah je galérais avec ma trésor. Enfin, je faisais pas de trésor du tout. Mhm. Je gérais très mal économiquement. Je faisais un petit peu, j'avais pas de contrat au début. Donc, mais c'est plein d'erreurs qui m'ont appris et qui m'ont formé sur le tas. Et effectivement, non, je faisais pas du tout attention. C'était du grand n'importe quoi. Ouais, Non, c'est c'est le début. Après, on sait tous. Je pense que si on doit ressortir un message de tout ça, c'est clairement que ben, rien ne peut être parfait au début. Enfin, en non, tout cas, complètement. 99% des entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent vont avoir des choses à améliorer. On s'améliore tous les jours. Même aujourd'hui, je pense que tu t'améliores encore dans ta gestion Bien sûr. ben, de tes talents. Mais il faut se lancer. Et encore une fois, ouais, je pense être bien accompagné, ça t'a aussi aidé derrière. Là, en société, effectivement, il y a des choses, enfin, c'est beaucoup plus réglementé, beaucoup plus carré. Et du coup, je pense qu'on est obligé de se faire accompagner à partir d'un certain moment. Des leçons, j'en apprends tous les jours, mais c'est normal et on continuera. Et heureusement d'ailleurs qu'on continue d'apprendre quotidiennement et qu'on n'est pas parfait, qu'on sait pas tout de suite. Clairement, clairement. Maintenant, si on plonge, ok, on sait un peu ce que tu fais dans les grandes lignes, on sait un peu plus qui tu es. Maintenant, si on se dit, ok, Charlotte, c'est quoi ton métier? C'est quoi les besoins ben, fréquents des créateurs que tu accompagnes? Pourquoi ils font appel à toi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Du coup, mon métier, ça va être vraiment d'être agent. Donc, comme au final, un agent de footballeur, un petit peu comme on Mhm. pourrait connaître ou dans la série 10% avec plus des acteurs, etc. Notre premier rôle, ça va vraiment être de gérer les mails. Donc, toutes les demandes entrantes que les créatrices de contenu vont recevoir. On a une boîte mail commune partagée. Donc, en fait, bah, dès qu'elles sont contactées dans leur bio Instagram, nous, on va recevoir le mail. Du coup, ça va être la première étape, c'est de savoir bah, effectivement si c'est une collaboration qui peut les intéresser. Puis après, bah, toute la partie négociation du contrat, tout le suivi aussi, ça va être de la relecture de contrat. Parce que souvent, bah, c'est des grosses marques ou des grosses entités qui ont des grosses agences qui vont avoir leur service juridique avec leur contrat. Donc, bah, hier, typiquement, je me suis relu un contrat de 20 pages et c'est pas forcément la partie la plus intéressante de notre Mhm. métier, mais c'est hyper important. Et, Donc voilà. je rebondis sur ce que Ouais. tu dis. Aujourd'hui, moi, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des problèmes dans ces contrats souvent? Est-ce que c'est essentiel? Parce qu'on se demande forcément, on se dit que tout est rodé. Je prends un exemple bête. On va dire une créatrice qui travaille avec Adidas, Zara, Nike, peu importe. On se dit, vu que c'est des grosses boîtes, justement, comme tu dis, ben, tout doit rouler, entre guillemets, ça doit être juste. Mais est-ce que tu repères justement des erreurs ou des points d'attention, que ce soit, je sais pas, au niveau de la durée d'utilisation de l'image, sur quel réseau on peut l'utiliser. Enfin, je sais pas trop ce qu'on peut retrouver dans les contrats comme ça, les erreurs. Ouais, bah souvent les erreurs, ça va être sur la durée de la session de droit, Ok. sur l'utilisation, si c'est en organique, en paid, si c'est pour les réseaux, uniquement de la marque par exemple, ou si ça va être étendu sur leur site internet, en newsletter, ce genre de choses. Tout ça, ça se deal. Et au final, bah des fois, ils essayent toujours de grappiller un petit peu ou de mettre des choses dans le contrat qu'on n'avait pas dit, ou de l'exclusivité. Pareil, de l'exclusivité, ça se paye. Et il y en a plein qui essayent de demander sans nous en parler, etc. Ok. Voilà, il y a plein de choses comme ça où du coup, il faut tout bien relire, être attentif sur chaque petite ligne. Pareil sur le paiement. Parce qu'il y en a, ils ont des délais de paiement à 60 jours, 90 Mhm. jours. Nous, en France, on applique les taux légaux, donc ça va être 30 jours. Mais sauf que pareil, s'ils ont des choses différentes, il faut leur refaire modifier, etc. Toi, tu parlais de justement garder l'authenticité des créateurs. Est-ce que toi, ton rôle, c'est aussi justement ben, de faire attention à quelle marque va s'associer avec quel créateur? Est-ce que derrière, je dis vraiment n'importe quoi, est-ce qu'ils sont pas pour la déforestation en Amazonie ou des choses comme ça? Est-ce que tu fais attention à toutes ces choses-là? Est-ce que tu préviens la créatrice également ben,
de ce que fait la marque derrière, parce que peut-être qu'elle la connaît pas tout simplement encore. Est-ce que c'est aussi un peu ton rôle de faire tout ça? Ouais, bien sûr. Bah, nous, de toute façon, on fait toujours un pré-tri. On va regarder chacune des marques si on les connaît pas, on va faire des recherches. Mhm. Ça m'arrive de faire des recherches hyper poussées, tu vois, sur le site internet. Je vais aller voir dans les mentions légales. Ensuite, sur les sites comme société.com pour savoir depuis quand la société existe. S'il y a des choses sur les fondateurs, bah, je l'ai fait encore ce matin pour une marque de spiritueux sans alcool qui venait de sortir. Et du coup, je me suis dit, 2025, c'est louche, enfin, c'est étonnant. C'est il y a pas Après, longtemps, hein. pourquoi pas, mais du coup, je vais vraiment pousser à fond mes recherches pour être sûre. Après, ça arrive évidemment des erreurs, mais pour être sûre ok, d'abord, la marque est clean, c'est pas du dropshipping, tout ce genre de choses. On peut y aller et après, je leur en parle et effectivement, si elles connaissent pas, bah, on leur montre. Effectivement, on fait hyper attention. Ouais, normal. Est-ce que aujourd'hui, les créatrices, je sais pas, elles ont des enjeux particuliers? Ça va être quoi? Je sais pas, toi, on va dire ton rôle premier. Est-ce que tu t'adaptes vraiment à l'enjeu de la créatrice? C'est-à-dire peut-être que certaines vont vouloir avoir énormément de collaborations rémunérées, d'autres vont vouloir faire, je sais pas, plus de vues. Est-ce que toi, tu gères uniquement, on va dire, la partie partenariat, ou est-ce que tu gères aussi la partie stratégie de la créatrice? On les accompagne vraiment en 360, donc ça va être autant dans les collaborations que la partie direction artistique et stratégie, évidemment. Donc là, par exemple, tu vois, on a fait les bilans sur l'année 2024 qui venait de s'écouler avec Ok. nos talents. Et du coup, on a vraiment fait une partie chiffre d'affaires où on analysait les collaborations, etc. Ensuite, on a fait une partie statistique pour voir l'engagement du compte, comment ça se passe en ce moment. Et après, vraiment, contenu, qu'est-ce que nous, on préconise, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, s'il y a d'autres supports peut-être à développer. On les accompagne vraiment sur toutes ces questions-là. Si elles ont des retours aussi à nous faire dans la partie accompagnement, c'est vraiment un échange global entre elles et nous selon nos besoins. Et tu vois, je pense notamment à une créatrice de contenu qui étant un petit peu perdue en ce moment sur quoi poster, etc. Où du coup, bah effectivement, on a beaucoup moins de collaboration. Bah c'est pas grave, on l'accompagne aussi sur bah comment se retrouver, qu'est-ce que tu veux mettre en avant aujourd'hui, où est-ce que t'en es. Voilà, on est là pour être présente pour elle et pas les lâcher. Là, tu soulèves un point qui est vachement important pour ceux qui créent du contenu. J'appelle ça, on va dire, un peu le syndrome de la page blanche. Est-ce que, je te colle un petit peu une étiquette, mais tu es un peu, je pense, un peu leur maman aussi. Est-ce que toi, tu arrives à gérer justement ces personnes, comme tu le dis, qui ont du mal un petit peu à se retrouver, ne savent plus trop quoi poster, ne savent plus trop où elles en sont. Est-ce que tu arrives aussi à gérer cet aspect psychologique, on va dire, qui peut être compliqué dans certains moments? Bah, je pense que 80% de notre métier, ça va être de la psychologie, c'est de s'adapter à chaque profil, c'est de pouvoir les accompagner au mieux, de répondre présente, d'être compréhensive aussi, en disant bah aujourd'hui ton enfant est malade, bah écoute c'est pas grave, on va demander aux marques de reporter à demain, vraiment de les accompagner et de les comprendre et je pense que c'est ça aussi qu'elles attendent. C'est pas juste une personne lambda qui va traiter des mails, c'est vraiment d'être soutenue dans chaque moment de vie. Enfin, moi, je sais que certaines ont traversé des moments pas agréables et du coup, bah, on est toujours présente, on est toujours là, on essaye d'envoyer un petit message pour dire qu'on pense à elle, etc. Et effectivement, bah, là, typiquement, ma créatrice, enfin, elle sait que je suis présente pour elle. Elle sait que je serai là, que si elle a besoin, elle peut m'écrire aussi et que s'il y a besoin d'aide pour les contenus, etc., je saurai être présente. Bah c'est une facette que je trouve vraiment très très important. Quand tu découvres, on va dire pour la plupart des auditeurs, le métier d'agent, ok, tu vas dire bah, tu vas négocier les contrats et puis derrière c'est terminé, mais il y a toute cette partie support qui est vachement important. Encore plus aujourd'hui avec justement bah, avec les algorithmes qui changent, avec la pression bah, du contenu, vraiment avoir le besoin et bah, d'être sur toutes les plateformes, de faire de plus en plus de contenu, devoir se renouveler. C'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment oppressant pour les créateurs et Ouais. les créatrices qui se lancent parce que je pense que tu as aussi beaucoup de créatrices qui sont, on va dire, sur la rampe de lancement, qui sont pas encore au top du top, Bien mais qui sûr. se lancent et qui justement, ben, il faut faire attention à ne pas se cramer. Et ça, c'est vraiment très très compliqué quand tu es dans cette bulle des créateurs de contenu. Donc là aussi est tout ton rôle de support. Et malheureusement, il y a plein d'agences qui vont jurer que par le chiffre d'affaires, que par les statistiques, qui vont, tu vois, j'ai entendu tellement de choses, mais
qui vont dénigrer la créatrice parce que elle a pas eu un bon taux d'engagement ce mois-ci ou des choses comme ça. Et je me dis, mais c'est juste impossible. Effectivement, on peut faire des retours et on peut voir comment, justement, on va travailler ça ensemble. Mais on peut pas descendre quelqu'un ou virer quelqu'un parce que ce mois-ci, elle a eu des stats. Oui, enfin, en fait, et puis c'est des métiers qui sont tellement aléatoires. Aujourd'hui, effectivement, tu peux être un petit compte et demain, ton compte, il va décoller, il va cartonner. Enfin, ça veut plus rien dire. Du coup, je trouve ça dommage de la part de certaines agences qui donnent pas une bonne vision de nos métiers. Et aujourd'hui, et encore ce matin, j'avais une visio avec une créatrice de contenu qui souhaite nous rejoindre. Et tu vois, elle me disait, j'ai entendu tellement de négatifs sur les agences que j'avais peur au final de t'appeler, de savoir comment ça se passe et tout. Parce que évidemment, les créateurs, ils parlent entre eux et quand ils disent plus quand ça se passe pas bien que quand ça se passe bien. Et ça donne clairement pas envie. Moi, tous les retours que j'ai, je serais en mode, non, j'ai pas envie de revoir. Normal. Je te fais le parallèle avec l'expertise comptable et nous, on a pareil des créateurs de contenu qui nous rejoignent et on a exactement les mêmes sujets que toi. C'est que des fois, malheureusement, ça se passe bien, mais au contraire, ça se passe malheureusement souvent pas bien et là, c'est compliqué. Et d'où ma question, est-ce que toi, tu penses souvent, entre guillemets, c'est des jeunes ou voilà, bon, il peut y avoir des créatrices ou créateurs un peu plus âgés, mais est-ce que ces créateurs jeunes, tu crois, ils ont aucune formation? Comment tu penses qu'ils arrivent à gérer tout ça? C'est vraiment compliqué, non? Gérer le business, gérer la partie image, gérer le stress des publications. Enfin, tu peux vite te faire un burn-out, non? Ouais, je pense. Et puis, ça monte vite à la tête. Enfin, l'argent, puisque, c'est quand même des sommes qui sont gagnées plus facilement, entre guillemets, qu'un travail dit classique sur un chantier ou autre, tu vois. On est quand même un confort, on travaille majoritairement depuis chez nous et tout. Et du coup, ça peut vite monter à la tête. Les chiffres peuvent vite monter en termes de rémunération. C'est pas bien conseillé. Il peut y avoir des dérives. Tu fais partie de celles et ceux qui ont inventé un nouveau métier, le métier d'agent. Est-ce que aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu penses que ça va être, on va dire, ton métier dans 5 à 10 ans? Est-ce que tu penses qu'il va changer? Est-ce que tu penses que ça va être, on va dire, toujours la même chose pour l'instant? On parlait justement du fait que tu sois un peu une aide psychologue, une aide aussi dans le business, dans la stratégie. Comment tu vois, toi, ton métier ou peut-être celui que tu as envie de faire évoluer tout seul dans 5 à 10 ans? C'est une très bonne question parce que je sais que j'avance, mois par mois et année après année. Du coup, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, j'y aurais jamais cru. Après, quand je vois qu'il y a des agences qui sont là depuis 6, 7, 8, 10 ans et qui perdurent, je me dis que effectivement, c'est quelque chose qui pourra, j'espère, nous arriver. Moi, comment je me vois dans 5 ans, j'aimerais bien continuer d'avoir mon agence, être à la tête de mon agence, continuer d'accompagner des créatrices de contenu parce que c'est ce qui m'anime au quotidien. Et pourquoi pas après développer la partie plutôt stratégie d'influence pour les marques. Ce volet-là, au final, reprendre la communication que moi, j'ai eu l'habitude d'avoir dans ma formation et dans mes expériences. Et aussi de pouvoir accompagner les marques sur la stratégie d'influence et les talents dans toute la partie talent management qu'on fait actuellement. Tu parles de stratégie de marque, justement. Alors, moi, je suis très mauvais là-dedans pour t'en parler. Mais je sais, avec mes petites connaissances, que avant c'était, on va dire, les grosses stars qui faisaient les promos. Je ne peux pas t'en citer, je suis pas très très bon là-dedans. Il y a eu un moment où ça a un petit peu changé, où c'était justement les micro-influenceurs qui faisaient aussi des promos. Maintenant, on parle que c'est, alors je pourrais plus exactement te dire, mais les personnes qui utilisent vraiment le produit qui font les promos. C'est quoi la suite? Qui c'est qui va être à la mode? C'est ça, on découvre des nouveaux métiers tous les jours et typiquement ce que tu disais juste avant, c'est de l'UGC, ça s'appelle. Ok. Et du coup, au final, tu vois, c'est un métier qui existait quasiment pas il y a 1 an. Alors nous, on appelait ça de la marque blanche. En soi, c'est un petit peu le même processus. Finalement, ça se réinvente constamment, comme il n'y avait pas de TikTok ou il n'y avait pas de collaboration sur TikTok. Maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de collaborations sur TikTok et que c'est une vraie demande des marques. Donc, c'est à nous aussi de toujours se renouveler. Après, on suit ça et puis ça va continuer. Mais comme les blogs, ça fait 15 ans que ça existe et ça continue de perdurer parce qu'on continue de vendre des articles de blog. Donc, au final, je pense que les grosses entités qui fonctionnent, comme le groupe Meta, les blogs et tout,
ça va continuer. Puis après, on va voir de nouvelles méthodes qui vont arriver au fur et à mesure, des nouveaux réseaux, Mmh, mmh. Ouais, etc. c'est passionnant quand même parce que c'est un métier qui est en constante évolution. Là, je pense que on tourne le 21 janvier. Il y a 3 jours, TikTok était fermé aux États-Unis. Oui, Ça a réouvert avant-hier. J'ai vu tourner des vidéos qu'il fallait télécharger un TikTok chinois pour pouvoir faire des vidéos et que c'était le nouvel Eldorado. Au final, un jour après, ça réouvre. Enfin, c'est vraiment c'est en mouvance constante. Ouais, donc bon, je pense que c'est passionnant aussi pour toi. ouais, complètement. Bah, moi, après, j'adore tout ce qui va être de la veille, du brainstorming, me renseigner constamment. Et puis, bah, je suis la première greffée à mon téléphone pour suivre, ne serait-ce que sur Instagram ou sur TikTok, ce qui passe, Mhm. ce qui se passe, qui poste quoi, même sur LinkedIn. Enfin, j'adore consommer du contenu. Donc, bah, ça permet aussi d'alimenter. Et typiquement, dimanche, je suis tombée sur un article de comment perdurer sur Instagram en 2025. Qu'est-ce qui fonctionne ou moins. Et du coup, bah, tout de suite, je l'ai envoyé à mes créatrices. Tu vois, on a un groupe sur WhatsApp et bah, tout de suite, c'est parti. Et on a échangé au final avec certaines. Donc, c'est hyper intéressant de se renseigner, de constamment Mhm. être en alerte sur ce qui se passe. Alors, tu soulèves un sujet que je voulais aborder, le fait de constamment être en alerte. Toi, du coup, ben, tu es quand même chef d'entreprise. Comment tu arrives à gérer cet équilibre vie pro, vie perso? D'autant plus que souvent maintenant, quand on n'a plus envie de travailler, ben, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre téléphone et puis on scrolle. Sauf que toi, ton feed, il doit être Oui. perturbé par justement toutes ces choses-là. Donc, est-ce que tu arrives à justement sortir un petit peu de ton travail, de quand même couper? Bah, globalement, à l'époque, non, pas du tout. Je travaillais tout le temps, les soirs, les week-ends, j'avais énormément de mal à couper. Aujourd'hui, j'arrive mieux. Alors après, ça dépend dans la tête de qui. Dans la tête de ma mère, elle me voit quand même avec mon téléphone pas loin. Donc voilà. Moi, selon moi, j'y arrive de mieux en mieux. J'arrive à passer des soirées avec des copains et à vraiment laisser mon téléphone à couper. J'arrive le week-end à ne pas du tout aller regarder les messages que j'ai reçus sur WhatsApp, à pas aller sur les mails, à vraiment faire une déconnexion. Évidemment, les filles savent que je suis plus réactive. Par exemple, sur Instagram, s'il y a une urgence et tout, elles savent où me contacter de toute façon. Et je réponds quand j'ai le temps, quand je peux, quand je suis dispo. Là, tu vois, j'ai coupé pendant 2 heures, le téléphone est retourné. Et puis, c'est totalement OK. Et c'est très bien aussi, c'est important de prendre le temps de Mhm. couper. Je vais au cinéma au moins une fois par semaine Ok. aussi. Enfin, j'aime bien ce genre d'activité. Donc c'est important d'avoir des vrais moments à soi si on veut garder un équilibre vie pro, vie perso. Mais après, il faut aussi avoir, bah, mon conjoint comprend énormément que je bosse beaucoup et que j'ai besoin aussi. Hier soir, on est rentré, bah, j'avais besoin de me remettre sur les mails, etc. Et c'est complètement OK. Mhm. On sait pourquoi on bosse maintenant et quel sacrifice il y a maintenant pour plus tard, en fait. Ouais, carrément. Je pense que c'est un vrai sujet qui est très important. Est-ce que tu as eu un moment où vraiment tu t'es dit, tu sais, tu étais vraiment la tête sous l'eau et d'un coup tu t'es dit, mince, Charlotte, ça fait, je sais pas, une semaine, t'as pas pris de temps pour toi. Est-ce que tu as eu des moments comme ça où vraiment tu étais trop à fond et je vais pas dire que tu étais en burn-out, mais pas loin parce que tu étais vraiment dans le rush à 300%? Ouais, il y en a eu plein. Et puis, il y a encore pas très longtemps, hein, j'arrive maintenant à me dire, OK, bah là, j'ai mon moment, je sais pas, je vais faire, ça va paraître primaire, mais je vais faire mes ongles ou autre. Et du coup, je vais réussir à couper. Mhm. Mais bah, typiquement, début janvier, quand j'étais dans tous mes bilans, où j'ai vu pendant 1 heure et demie à 2 heures chaque créatrice de contenu que j'ai enchaîné, etc. Bah, effectivement, le soir, je me mettais sur les mails et je suis pas sortie de la tête de l'eau. Le week-end, j'ai bossé. Et tu dis, waouh, c'est intense et il faut que j'ai besoin de couper. Mais à contrario, là, je suis partie 4 jours dans ma famille pour fêter des anniversaires et tout. Et j'ai pris le temps avec chacun. J'ai coupé. J'ai pas été quasiment sur mon travail. Et au final, bah, enfin, c'est un rythme à prendre, c'est Mhm. des concessions à certains moments pour pouvoir profiter à d'autres moments. Mais honnêtement, en 1 an et demi, je suis partie 10 jours en vacances, Ok, ouais. même pas une semaine en vacances, ouais. Ouais. Après, tu es aussi, on va dire, enfin, c'est pas non plus le début de ton activité, mais tu es aussi dans une phase où ben, tu recrutes des nouvelles Bah, c'est ça. personnes, tu as des nouvelles créatrices. Donc, pareil, ouais, c'est ce que tu disais, c'est des sacrifices aujourd'hui
pour, on va dire, vivre mieux et avoir une agence qui tourne aussi demain. Bien Donc, sûr. Moi, j'aime pas couper non plus. Ça me manque clairement quand je suis pas en interaction. ouais. Si pendant 2-3 jours, j'ai pas ça, j'ai besoin en fait de ça pour être épanouie aussi en perso. Est-ce que ça serait pas un métier passion du coup? Ah si, complètement. Ouais, je pense que tu peux pas faire ce métier-là si t'es pas passionné. Ouais. Je pense que c'est des métiers qui sont tellement prenants où bah tu rentres aussi dans la vie perso des talents. C'est des métiers qui sont tellement prenants où tu te donnes à 100% et où tu es présente constamment à l'écoute et tout. Si t'es pas passionné, je pense que tu réussis pas parce que bah c'est pas un métier classique. Donc il faut c'est tout un mindset Carrément. autour de Et, ça. et puis moi, j'ai mené mon enquête avant, avant le podcast. J'ai vu une Charlotte qui commence à poster de plus en plus sur LinkedIn. Pourquoi? Bah au final, je me suis rendu compte que où est-ce que sont les marques et les agences et où est-ce que sont mes principaux partenaires, c'est sur LinkedIn. Et au final, sur les réseaux en général, je suis quelqu'un qui postait pas beaucoup, à contrario. Et je me suis dit, ok, cette année, j'ai fait un nouveau site internet avec une graphiste. Du coup, on a associé avec des visuels pour les réseaux sociaux. Je me suis dit, je peux pas avoir des beaux visuels, etc. et ne pas les exploiter. Donc, je me suis mise à poster sur Instagram. Sur Threads, j'étais déjà présente et on est pas mal suivis. Donc, je suis contente. Ça marche bien ce réseau? J'avoue que j'y suis pas du tout. Bah écoute, en tout cas, moi j'aime bien donner des conseils. En fait, j'aime bien m'ouvrir et pas que donner des conseils Mhm. à mes talents. J'aime bien échanger avec plein d'autres créateurs. Et je le fais très souvent sur Instagram et tu vois, on m'écrit, je dirais pas quotidiennement, mais presque pour avoir mon avis sur une collaboration, sur un sujet et tout. Et du coup, bah sur Threads, ouais, ça marche pas mal. Je crois qu'on a 1 800 abonnés. J'ai commencé au tout début Ok. et j'ai pris le pli. Alors, je poste plus autant qu'avant, mais je sais que bah quand t'es tout seul à travailler depuis chez toi et tout, t'aimes bien te sentir entouré, t'aimes bien échanger avec des personnes de ton milieu. Donc non, voilà. Et puis LinkedIn, bah effectivement, je poste de plus en plus et j'aime bien finalement. J'ai déjà préparé mon poste de demain, tu vois. Je suis une Ok. bonne élève, mais je prends aussi un stagiaire qui va m'aider et que je vais accompagner sur les réseaux sociaux parce que bah on prend jamais assez le temps. Et clairement, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi là-dessus. Donc non. Carrément. Mais j'ai recommandé aussi à mes talents, à certaines de mes talents, de se mettre sur LinkedIn parce que bah quand tu veux toucher certaines marques, c'est, je pense, là-bas qu'il faut être. Sur Mm. Instagram, elles sont tellement nombreuses et noyées qu'aujourd'hui, si on veut se démarquer, il faut s'ouvrir à d'autres choses. Clairement. Tu vois, moi, je fais mon parallèle pour, on va dire, les invités du podcast. Des personnes avec, je sais pas, déjà des 30 000, 40 000 abonnés sur Instagram. Des fois, tes messages, ils les voient pas. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai contacté ces mêmes personnes sur LinkedIn où elles avaient, je sais pas, 800 abonnés. Et bah, elles m'ont répondu quasiment instantanément parce qu'elles ont la notif, parce qu'elles ont pas mis le réseau en mute. Et c'est vrai que tu peux aborder et toucher de nouvelles personnes que tu toucherais pas sur Instagram. Complètement. Non, non, je pense que c'est un réseau hyper important à exploiter en 2025 et nous je sais que on va continuer d'être présent. Enfin, je sais que j'ai fait un post début janvier, j'ai eu plus de 650 likes alors que je suis pas du Ok? tout. J'ai eu plus de 650 likes, il y a eu 200 000 impressions et j'ai eu 900 demandes de connexion par rapport à ce post, tu vois. Ah ouais, Je incroyable. me suis dit ok, il y a quelque chose à faire, effectivement, à exploiter. Enfin, il y avait notamment la directrice marketing d'un groupe de voyage, enfin, des personnes que je penserais jamais toucher. Du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça intéresse des personnes ce que je raconte et qu'il faut continuer là-dedans Clairement. et ouais, Et non. est-ce que pour celles et ceux qui auraient pas vu ce post, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi tu parlais? Bah, alors, du coup, c'est une très grosse agence d'influenceurs spécialisée dans le secteur de la télé-réalité qui a démarché en masse des créateurs de contenu avec un Ok. message pas du tout personnalisé, des créateurs qui n'avaient absolument rien à voir avec les personnes qu'elle représentait à l'époque. Dont moi, une de mes talents, qui est un petit compte, entre guillemets, à 20 000 abonnés, ouais, vraiment à l'opposé, tu vois, de ce secteur-là.
Et du coup, j'ai parlé du fait que c'était dommage de pas personnaliser un minimum ce démarchage, que effectivement tout le monde peut changer son image et évoluer dans d'autres secteurs, mais que il faut commencer en le faisant de la bonne manière entre guillemets. Et je pense que plus tu vas personnaliser et plus tu seras valorisé pour ces créateurs. Bon, après, il y en a qui sont peut-être réceptifs à ça, mais Oui, ouais, je trouve ça dommage parce que l'image est ça pas vient folle. encore dénigrer l'image de nos métiers, et tu vois, et c'est en partie à cause d'elle que le secteur de l'influence peine des fois aux yeux de certains à être considéré. Donc il y a Carrément. du travail encore. Carrément. Bon, bah, en tout cas, félicitations, c'est très très bien. Je continuerai à suivre ces petits posts sur LinkedIn. Est-ce que, on va bientôt arriver à la fin du podcast, est-ce que toi, tu aurais des conseils pour celles et ceux qui ont envie de se lancer, déjà, on va dire, dans le métier d'agent, déjà, sur un petit peu des trucs et astuces pour les premiers clients, savoir gérer, je sais pas, on va dire, les périodes de moins bien des créateurs, et plus particulièrement pour tous ceux qui ont envie de se lancer demain dans l'entrepreneuriat d'une manière générale. Je pense que se lancer aujourd'hui dans le métier d'agent, c'est de plus en plus compliqué malheureusement parce que c'est un secteur qui est quand même assez bouché. J'ai l'impression qu'il y a des agences qui se lancent tous les 4 matins, mais très peu le font de la bonne manière. Enfin, j'ai entendu tellement de choses, des commissions énormes, pas d'apport, etc. Et je trouve ça dommage. Du coup, se lancer, mais bien, je pense qu'il faut avoir effectivement un gros portefeuille si vous voulez commencer, parce que sans réseau, sans contact, effectivement, on peut, mais t'en parlais juste avant, on peut aller contacter des créateurs sur Instagram, mais c'est très rare qu'on ait des réponses. Donc je pense que c'est pas évident de se lancer à l'heure d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai commencé il y a 5 ans et demi. Mais aujourd'hui, ouais, il y a des agences qui se montent tous les jours, donc on sait même plus ce que ça veut dire. Et après, dans l'entrepreneuriat en général, faut pas avoir peur, faut oser, faut être passionné, faut pas attendre un retour, parce que j'ai pas mal de fois la question, au bout de combien de temps t'as gagné de l'argent, etc. Faut pas le faire pour l'argent, et faut pas attendre d'avoir un secteur qui va te faire gagner un salaire classique au bout d'un an. Non, ce sera pas du tout le cas. Ou Mm. alors il faut me donner Des les clés conseils. et le secteur. Et pour moi, je suis encore un tout petit bébé dans ce milieu-là, mais on apprend quotidiennement, et au bout de 5 ans et demi, je suis qu'une petite structure entre guillemets. Donc il y a toujours du chemin et il faut se renouveler constamment, faut être à l'affût constamment et tout. Est-ce que, petite parenthèse, parce qu'on va avoir une personne qui va parler beaucoup de ce sujet, est-ce que toi, en tant que femme, tu as eu des problèmes, on va dire, dans ton parcours entrepreneurial ou pas du tout, vu que tu es justement dans on va dire, une niche un petit peu avec uniquement des créatrices? Pas forcément sur le fait d'être une femme, parce que ça, je trouve qu'on est considéré pareil, surtout dans la communication. Je Mhm. pense que c'est assez bien valorisé, et je pense que pour le coup, c'est un secteur assez féminin. Sur le côté plutôt de l'âge, oui, parce que quand t'es jeune, forcément t'apprends, tu fais des erreurs, et ça peut vite te retomber dessus en mode non, mais de toute façon, t'as pas assez d'expérience, ou t'as pas les épaules, ou ce genre de choses, ou nous, de notre côté, ne pas se sentir légitime, tu vois, de dire, ok, je suis chef de ma propre société à moins de 30 ans, j'évolue là-dedans aujourd'hui, et j'ai de l'ambition, et ça peut, enfin, ouais, ça fait Mhm. peur, et il y en a certains qui peuvent se dire, Mhm. Ça, donc ils vont vite critiquer, mais ça, c'est typiquement français. ouais, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, je pense que c'est un vrai sujet. Moi, je suis aussi confronté dans l'expertise comptable. C'est Ouais, que l'âge, alors, je pense que, on va dire, notre génération, on va dire à nous, évolue et puis il y a plus ces barrières d'âge. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a encore, avec les générations qui sont un peu plus âgées, encore ce problème d'âge où justement, ils ont besoin que tu aies 45 ans pour que ce que tu dises ce soit juste. Et ça peut être vraiment, vraiment très, très compliqué. Ça peut en refroidir certains. Mais si moi j'ai un conseil vraiment à donner à tous ceux qui nous écoutent, c'est que chacun a des qualités, chacun a des compétences dans son domaine. Vous pouvez être bien meilleur que quelqu'un d'autre dans votre domaine. Alors, vous pouvez être aussi moins bon, ça, il n'y a aucun souci. Mais soyez sûr de vos forces et puis foncez, quoi. oui, et puis il faut se battre. Typiquement, moi, mon secteur d'activité, il est plutôt souvent dévalorisé en disant, de toute façon,
les influenceurs, enfin voilà, ça, la réputation. Enfin, moi, je préfère le terme créateur de contenu. Et d'ailleurs, je n'utilise jamais le mot influenceur. C'est juste celui que tout le monde utilise, entre guillemets. Mais même autour de nous, enfin, très peu connaissent ce métier. Et du coup, tu vois, c'est plutôt en mode, c'est bizarre. Et donc, non, faut se battre pour ce qu'on aime faire, tout simplement. Mais que ce soit dans le perso ou dans le pro, c'est être épanoui, c'est le plus important. Ok, ben écoute, merci beaucoup Charlotte de nous avoir fait découvrir ce nouveau métier. Est-ce que on va finir avec la dernière phase du podcast, c'est la capsule. La capsule, c'est ton message à toi pour la Charlotte dans 10 ans. Est-ce que tu te souhaites de travailler avec 150 créateurs? Est-ce que tu te souhaites de travailler avec, je sais pas, Thibaut InShape, premier créateur qui me vient dans ma tête. Mais voilà, c'est un petit peu ton message à toi et avec peut-être que dans 10 ans tu réécouteras ce podcast et tu diras ok je suis content, j'ai réussi à faire ça ou j'ai pas réussi à faire ça. Non, comme je te le disais, j'ai du mal à me projeter dans les années futures. Sur le plan perso, ce que je me souhaite, c'est de continuer d'être épanouie. Tu vois, je sais que j'ai envie d'acheter, j'ai des projets comme ça où je sais que j'ai mes objectifs et je sais du coup dans le pro dans quoi je m'investis pour que dans le perso ça fonctionne. Donc de continuer à être épanouie, à avoir cet équilibre vie pro vie perso, d'avoir des moments avec mes amis, avec mes proches et avec mes talents aussi parce que je passe des moments en dehors du pro avec mes talents parce que tu construis un vrai lien. Sur le domaine du pro, là c'est en train d'évoluer pas mal pour nous pour l'agence, donc de continuer dans cette ligne-là. J'ai pas prétention un jour, je sais même pas si devenir un groupe, gérer, 150 talents, etc. C'est pas du tout dans mes objectifs parce que je veux continuer de faire ce que je fais avec mes valeurs, mon authenticité et d'accompagner au mieux chaque créateur. Et je pense que quand t'as 200 talents, tu peux pas. Il y a un moment où alors t'es obligé de recruter, de t'entourer plus. Non, juste d'être bien là où je suis et là où j'ai envie d'aller au fur et à mesure des années, de continuer d'avoir des talents qui sont épanouis aussi au sein de l'agence, de créer une cohésion, puisque pour l'instant c'est que des filles, mais de créer une cohésion et une sorte de sororité entre nos talents, de partager avec de la bienveillance et vraiment d'être entouré de personnes cool avec qui on s'éclate sur les projets, tu vois, et de continuer à faire les campagnes d'influence. Je trouve que c'est le plus important. Aujourd'hui, j'ai pas la prétention de me dire dans 10 ans, je serai à la tête de 200 personnes. Genre, je veux juste faire ce que j'aime et puis après, on verra bien où est-ce que ça mène. Et si ça se trouve, ce sera plus en tant qu'agent, ce sera donc complètement autre chose, mais ce sera ok aussi du moment où ça m'épanouit. Clairement. T'as bien raison. T'as bien raison, c'est super bien résumé. Ok, et écoute, Charlotte, c'est enregistré, c'est envoyé. Dans 10 ans, peut-être qu'on réécoutera ça. Ouais, je le regarderai avec plaisir. Un grand merci pour ton temps. Merci de nous avoir fait découvrir ce nouveau métier, d'avoir permis à nos auditeurs de voir un peu plus ton quotidien, les enjeux également des créateurs de contenu. Merci à toi parce que c'était dans ma to-do 2025 de faire un podcast. Trop bien, c'est coché. 21 janvier, tu peux cocher. Est-ce que tu peux nous dire éventuellement sur quel réseau on peut te contacter, trouver l'agence, pour faire un petit peu ta petite promo? Bien sûr, du coup, on est présent sur Instagram, donc il y a le compte l'agence Osmose. Après, notre portfolio de talents, c'est lestalents.osmose sur Instagram aussi. Après, on est présent sur TikTok et j'essaye de le développer. C'est l'agence Osmose. On est présent sur Threads, c'est l'agence Osmose aussi. Et puis après, sur LinkedIn, du coup, c'est mon compte à moi, c'est Charlotte Bélanger. Et du coup, on peut me contacter sur tous ces supports-là. Et puis, il y a le mail à chaque fois, etc. Et j'essaye de répondre relativement vite. Elle répond vite, je confirme. Écoute, Charlotte, merci beaucoup. Ça sera dans la description pour tous ceux qui ont envie d'en savoir plus. Et puis, bon courage pour la suite et on se dit à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. C'était Aura, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée et à nous suivre sur tous nos réseaux. Encore merci à toi et à très vite.